Bonsoir à tous. Merci à tous les courageux d'être restés pour notre dernière session de table ronde de la première journée de Made in Tex. Vous voyez le titre, faut-il encore investir en santé numérique? On y croit. Le sujet, bien sûr, est important puisqu'on observe ces derniers mois une certaine chute des investissements dans le domaine de la santé numérique. Vous avez sûrement vu les derniers chiffres, des investissements qui sont passés de 1,4 milliard à 200 millions entre 2023 et 2022 et 2023. Et puis, on sait que les coûts en termes de réglementation d'études cliniques sont en augmentation. Et on avait d'ailleurs évalué, dans le cadre d'une étude flash de l'Institut, ces divers coûts pour les startups et éditeurs. Et on est autour de 1 million d'euros en moyenne, enfin en médiane, en termes de réglementation, pour être à niveau de toutes les strates réglementaires, et pareil pour les études cliniques. Donc, il y a ce sujet du coût de la conception et de la création de ces outils. Et puis en aval, on sait qu'il y a une certaine difficulté d'accéder au marché pour des solutions. C'est ce qui possiblement, entre autres, fait que ces investissements sont un petit peu en baisse d'une année à l'autre. Mais on a de bonnes pistes tout de même pour croire à un avenir meilleur, avec un modèle notamment qui est celui de la télésurveillance, qui est entré dans le droit commun, avec des remboursements de nouvelles applications, avec des actes qui financent les organisations dans les hôpitaux. Et ça, c'est un modèle, à ma connaissance, qui est unique au monde et qui donne un très bon espoir. Et donc, on va aborder ces sujets de confiance et de comment améliorer ces scores de déploiement et d'utilisation. On va donc échanger avec Lynn Farah, qui est directrice des grands défis santé mentale et bien vieillir à la DNS. Il y aura le docteur Collignon, qui est directrice adjointe de l'évaluation des dispositifs médicaux à la HAS. Il y aura Laurie Sofiati, qui est chef du département télésanté innovation à la CNAM. Et puis M. Marchal, qui est directeur de l'innovation à l'ARS Île-de-France, avec des modèles d'évaluation et de déploiement qui sont très intéressants. On va commencer tout de suite à échanger avec Lynn. Est-ce que, Lynn, tu pourrais nous donner une idée des montants et concernant la stratégie d'accélération du numérique en santé qui est gérée par le ministère et sa vision? Oui, merci Fabrice. Peut-être pour un chiffre tout d'abord sur cette stratégie d'accélération en santé numérique, c'est celui de 320 millions d'euros qui sont engagés dans le cadre de cette stratégie santé numérique sur différents volets pour accompagner finalement les acteurs de l'écosystème sur tous les stades, que ce soit sur la question de la constitution des entrepôts de données de santé, avec 75 millions engagés auprès de 16 lauréats sur ces entrepôts de données de santé, ces données qui sont nécessaires justement pour pouvoir passer ensuite sur le développement de ces applications et de ces outils numériques et digitaux. Dans le cadre de ces développements, on a également un engagement de 36 millions d'euros auprès des tiers-lieux d'expérimentation en santé numérique, avec maintenant 25 lauréats sur les deux premières vagues entre 2022 et 2024, qui permettent d'avoir des terrains où venir tester, co-développer, expérimenter ces solutions numériques. On finance à la fois les consortiums, mais également les expérimentations qui sont associées à ces solutions numériques. Dans cette logique-là, on a également déployé par le biais de notre opérateur national BPI France le guichet diagnostic réglementaire avec 20 millions d'euros qui sont donc consacrés à l'accompagnement des porteurs sur ces questions de création de documentation technique, de rédaction de protocoles d'essais cliniques et médico-économiques. Et dans cette même logique, on a également un appel à projet qui est l'appel à projet évaluation des dispositifs médicaux, notamment numériques, embarquant de l'intelligence artificielle, qui permet d'accompagner la mise en place de protocoles qui vont permettre de générer des données médico-économiques, notamment pour pouvoir espérons-le, statuer derrière sur une possibilité ou non de prise en charge sur la base de preuves robustes, en tout cas de méthodologies robustes qui ont permis de déployer ces preuves. Et dans ce cadre-là, sur cette AAP, il y a déjà 35 projets financés à hauteur donc de 22 millions d'euros. Et puis peut-être rappeler, tu l'as cité un peu précédemment,
Pécan sur cette prise en charge anticipée, où la France est positionnée comme premier pays qui rembourse cette question de télésurveillance médicale, avec déjà un premier bénéficiaire de Pécan qui a été identifié 6 mois après l'ouverture du guichet. Et puis toujours dans cette logique d'accompagner l'ensemble des acteurs sur cette question du numérique en santé et des entrepreneurs du numérique en santé, on a le fameux guichet Genus avec plus de 670 000 pages consultées depuis sa création. Merci beaucoup. Corinne, on voit l'émergence d'une certaine dynamique du DIGA en Allemagne. Ça y est, on a des chiffres assez rassurants. Après une petite période de frayeur, il y a pratiquement un médecin sur 5 en Allemagne qui a prescrit au moins une thérapie digitale ou un outil qui est dans le DIGA, avec plus de 250 000 patients qui en ont bénéficié. Où est-ce que l'on en est, nous, en termes de thérapie ou en tout cas de solutions digitales qui ont le Pécan ou vont être évaluées pour y entrer? Alors, on a le processus DIGA-like. Alors, moi, j'aimerais bien qu'on dise qu'en Allemagne, ils ont un Pécan-like bientôt. Enfin, bon, toujours est-il que les choses sont en place et vous le savez, en tout cas, un bon nombre d'entre vous doivent le savoir. Le guichet numérique a été ouvert officiellement en 2023. On ne peut pas dire que les dossiers arrivent en masse, mais on sent que voilà, certains ont commencé à déposer des dossiers, certains s'y préparent fortement. Donc on sait qu'il y a des dossiers qui vont nous arriver dans les semaines ou mois à venir. Donc après, c'est une voie et on sait que le système français, il est complexe en fonction de la typologie du dispositif médical. Ben, on peut faire l'objet d'un remboursement individualisé et donc d'une évaluation par la HAS qui quand même ouvre du coup le go à utilisation, en tout cas via le remboursement, un déploiement sur le territoire national. Donc on sait que c'est un levier pour les entreprises d'avoir ce remboursement. Et puis il y a tout le reste. Et dans tout le reste, en fait, notre rôle, nous à la HAS, alors du coup la mission numérique en santé que je dirige et que j'ai la chance de diriger depuis 2 ans, elle est vraiment à cheval sur ce côté évaluation technologique et intégration dans les parcours de soins. Et on voit bien que dans le numérique, en fait, il y a ces deux dynamiques à construire et à travailler. Il y a à la fois le volet évaluation, mais c'est pas une fin en soi. L'objectif, c'est l'appropriation par les professionnels et donc l'intégration dans les pratiques et les parcours de soins. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'un remboursement ad hoc. Et un des leviers, c'est aussi d'éclairer les utilisateurs ou les futurs utilisateurs, donc les professionnels, mais aussi les patients, pour savoir ce qui apporte de la valeur, en fait, ce qui peut les aider, ce qui peut transformer, améliorer la prise en charge du patient ou transformer les organisations. On sait qu'il y a un vrai enjeu d'optimisation de nos ressources médicales qui se paupérisent. Donc le numérique est un des leviers, c'est un fantastique levier. Il y a des pépites vraiment pour optimiser nos ressources précieuses dans les années à venir. Après, il faut aider à éclairer les choix et c'est vraiment la posture que nous, HAS, on a choisie. On sait que tout évaluer n'est pas envisageable, mais vous le savez, on a lancé des travaux sur tout ce qu'on n'évalue pas pour voir comment on pourrait avoir cette approche. Je pense qu'avec d'autres institutions, on aura des axes à travailler spécifiquement. Donc, il faut qu'on trouve la bonne approche pour ne pas bloquer le système et éclairer les utilisateurs à faire leur choix. Une chose est sûre, c'est que en fait, la donnée, c'est la pierre angulaire. Savoir rapidement et pouvoir objectiver rapidement les faits, c'est un levier. C'est une information précieuse quand il faut faire de l'évaluation pour le remboursement, mais c'est aussi une information extrêmement précieuse pour convaincre les utilisateurs, professionnels ou patients, que ça a un intérêt. Et voilà, j'entendais une étude il y a quelques mois qui montrait qu'il y avait 85% des professionnels qui n'utilisaient pas ou qui ne prescrivaient pas des technologies numériques parce qu'ils n'étaient pas convaincus, parce qu'ils n'avaient pas vu de données probantes sur leur effet. Et ben, le levier, il est là. Après, sur la preuve à apporter, je pense qu'il faut faire preuve de beaucoup de pragmatisme et l'adaptation des méthodes sur le numérique. On n'a quand même pas attendu demain pour y travailler à la Haute Autorité de Santé. Et donc, il faut être pragmatique sur ce qu'on attend d'une technologie, avoir des exigences et développer un plan de développement adapté à l'enjeu et à ce qu'on veut démontrer. Et puis anticiper cela au plus vite parce qu'il y a un enjeu d'introduction, en tout cas de marché encore plus important et plus rapide que pour d'autres technologies de santé. Donc c'est un vrai enjeu dynamique dans l'évaluation et dans l'introduction. Oui, c'est trouver la méthodologie ad hoc en fonction des diverses indications. Alors notamment, le Pécan a une durée de 1 an.
Mais bon, compte tenu des temps pour constituer le dossier, etc., on considère qu'il faut qu'une étude soit terminée dans les 9 mois après l'introduction. Est-ce qu'il n'est pas envisageable d'allonger cette durée qui est considérée bien souvent comme un peu courte, dans le cadre d'études cliniques classiques? C'est vrai qu'en 9 mois, on ne fait pas grand-chose. Il faut avoir déjà quasiment bouclé l'étude pour pouvoir entrer dans le PECAN. Et avoir 6 mois de plus, probablement, permettrait de donner un petit peu plus de temps à l'évaluation et au recueil de ces fameuses données. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable ? Alors, en fait, nous, on n'est pas à la main de l'écriture des textes, mais j'ai envie de dire que, en fait, une fois que le système sera vraiment lancé, qu'on verra que cette durée, et c'est vrai, c'est un fait, 1 an de prise en charge, c'est très rapide. Déposer un dossier classique, pour une prise en charge classique de droit commun à horizon de 6 ou 9 mois, juste après le début de la prise en charge dérogatoire, on sait que pour les industriels, c'est très rapide. Donc, c'est vraiment l'antichambre du remboursement. Néanmoins, ces quelques mois en l'état peuvent être un vrai levier pour l'entreprise. Et puis après, je regarde mes collègues du ministère, peut-être qu'il y aura des aménagements, mais je pense qu'il faut que pour l'instant, le dispositif se lance. Et puis après, on verra. Il faut que ça démarre. C'est pas exclu, bien sûr. Très bien, merci. Laurie, quel est le point de vue de la CNAM vis-à-vis des futures, et espérons, thérapies digitales qui vont arriver, on l'espère, dans les mains des patients prochainement? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous avez construit une structure spécifique pour les accompagner, les gérer, parce qu'on est complètement hors circuit du médicament et de la télésurveillance aussi. Est-ce que vous avez déjà anticipé la suite ? Oui, peut-être pour vous répondre en 2 temps. Donc, sur le point de vue de l'assurance maladie sur ces thérapies digitales, évidemment, nous, on a été moteur et on a été partie prenante pour le remboursement de ces thérapies digitales. On y croit beaucoup, notamment au titre de ce qu'on appelle les interventions non médicamenteuses. On voit bien que c'est un champ aujourd'hui qu'il nous faut explorer sur la valeur interventionnelle. Et donc, si on reprend aussi les grands ordres de grandeur de consommation de soins de l'assurance maladie, on voit bien que dans le champ de la santé mentale, notamment, où des thérapies digitales se développent beaucoup, on a vraiment un enjeu de bien accompagner ces produits de santé, effectivement. Donc, nous, on voit ça d'un très bon œil, on accompagne. Ensuite, la sortie de la PECAN, la thérapie digitale, elle peut demander un remboursement de droit commun au titre de la liste des prestations et produits remboursés. Donc en fait, aujourd'hui, pour ces thérapies digitales, il y a en fait un modèle économique qui n'est pas que transitoire, mais il y a un modèle économique pérenne. Et donc nous, en tant que payeur, évidemment, on est très heureux de rembourser et de prendre en charge les thérapies digitales qui ont fait leur démonstration de preuves à la fois cliniques et médico-économiques devant la HAS. Nous, si la HAS nous dit que c'est bon, on est très heureux de rembourser. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Mais voilà, on le voit aujourd'hui, on a un vrai enjeu sur la démonstration de valeur. Et donc, nous, on essaye au sein de l'assurance maladie, pour répondre à votre deuxième question, de vraiment s'organiser là aussi en sortant un peu de ce qu'on a l'habitude de faire. Et donc, on fait évoluer nos métiers par ailleurs pour être en phase avec les innovations du marché. On essaye vraiment d'accompagner au maximum les industriels pour, encore une fois, essayer de rendre intelligible ou de simplifier au maximum cette complexité à la fois institutionnelle, parce qu'on l'a compris et on le voit par la composition de cette table ronde, il y a beaucoup d'acteurs qui sont impliqués tout au long de la vie du produit. Et cette complexité institutionnelle, évidemment, elle résulte aussi sur un certain nombre de complexités réglementaires, mais que moi, je pense, aujourd'hui, est pleinement justifiée, parce qu'encore une fois, le secteur de la santé, c'est un secteur qui est régulé, donc il ne faut pas se dire que c'est une industrie comme une autre. Quand on voit les exigences qu'on a sur les produits de santé de type médicaments ou de type dispositifs médicaux, on ne peut pas se permettre d'avoir une moindre exigence sous prétexte que ce serait du numérique. Bien sûr, il y a des cycles d'innovation qui ne sont pas les mêmes que ceux du médicament. Bien sûr, il y a des enjeux de modèle économique qui ne sont pas les mêmes que ceux des dispositifs médicaux classiques. Pour autant, que ce soit pour la qualité et la sécurité des soins, que ce soit pour l'intégration dans les parcours et les organisations de soins, on ne peut pas baisser, on ne peut pas niveler par le bas le niveau d'exigence qu'on a sur ces nouveaux produits de santé. Donc voilà, on s'est vraiment organisé à la fois au niveau national, à la Caisse nationale, pour pouvoir bien accompagner les industriels. On travaille vraiment main dans la main avec le ministère et la HAS. Et voilà, le message vraiment, nous, qu'on veut porter aujourd'hui, Assurance Maladie, pour répondre déjà un peu à la question globale, c'est que oui, on y croit.
droit. Oui, il y a des voies de financement, il y a des voies de financement dérogatoires, il y a des voies de financement de droit commun, il y a des modèles économiques aujourd'hui pérennes. Et donc voilà, Lynn aussi l'a dit, hein, il y a eu plus de 300 millions qui ont été déjà crédités, mais en provision sur la stratégie, on est à 700 millions. Donc il y a des engagements financiers structurants de la part de l'État. Et je pense que l'ARS aussi nous en dira de son côté. Donc je pense que l'effet signal côté pouvoir public, il est vraiment là, hein, sur l'incitation derrière à investir dans tous ces nouveaux produits de santé. Et concernant le domaine de la prévention, on en a parlé à 2 tables rondes ce matin. La CNAM, bien sûr, se positionne sur la prévention primaire, notamment. Quelle est votre approche, justement, sur le développement d'outils de prévention primaire? Alors, ça peut être dans le cadre d'accompagnement de la parentalité, de la croissance de l'enfant, de la vaccination. Est-ce que vous êtes sur un objectif de faire de l'autoproduction d'outils, ou bien de faire du coworking, comme vous l'avez fait avec Tabac Info Service, qui est un modèle assez extraordinaire. Hein. Tabac Info Service, c'est une application de prévention des complications du tabagisme par une aide au sevrage, qui a eu un succès monstre. Bon, sans niveau de preuve clinique en amont, mais peut-être qu'il y en a un depuis, mais en tout cas, qui a rendu service à pas mal de gens. Et est-ce que vous êtes sur un modèle comme ça, de coworking sur des outils de prévention, ou bien d'auto-développement ? Donc aujourd'hui, sur les outils de prévention primaire, le cœur de la stratégie de l'assurance maladie, c'est quand même Mon Espace Santé, qui est notre produit phare, avec le développement notamment de messages de prévention ciblés grâce aux données de Mon Espace Santé, les rappels des bilans de prévention, les rappels des rendez-vous. Mon Espace Santé, ça va vraiment permettre de personnaliser la prévention, et on sait que c'est vraiment ça qui permet aux messages de prévention de pouvoir porter leurs fruits. Donc Mon Espace Santé, évidemment, au cœur de cette stratégie. On a un deuxième axe de la stratégie qui est en fait la restitution de données aux médecins, parce que pour nous, la prévention, ça passe aussi finalement par le fait de faire rentrer cette nouvelle dimension de la pratique auprès des médecins, et notamment traitants. Donc ça lui permettra d'avoir des données structurées de sa patientèle, avec pour voir où est-ce que la patientèle en est en termes de vaccins, en termes de dépistage. Là aussi, rappeler les bilans de prévention aux âges clés. Donc aujourd'hui, on est sur une stratégie qui est vraiment, entre guillemets, interne, de développer, notamment autour de Mon Espace Santé, dont c'est quand même l'objet, avec l'alimentation via le Ségur. Et ensuite, aujourd'hui, rien n'interdit. On a commencé déjà à avoir des échanges qui sont encore à l'état de réflexion. Rien n'interdit effectivement de pouvoir travailler avec des industriels ou des structures privées. Cela étant, sur la prévention primaire, on voit bien que c'est quand même à peine un peu loin de nos métiers. Il y aura, voilà, la priorité, c'est véritablement Mon Espace Santé, et ensuite sur des partenariats plus spécifiques, plus ponctuels, avec des solutions qui, encore une fois, ont fait leur démonstration de valeur, ou dont l'intégration pourra permettre d'évaluer. Ça se fera par des cas d'usage très déterminés, en fonction aussi de priorités qu'on aura identifiées en amont. Mais c'est effectivement pas le cœur de notre stratégie aujourd'hui. Très bien. Monsieur Marchal, est-ce que vous pouvez nous présenter la structuration de l'innovation et la santé numérique dans la RS Île-de-France? C'est une vaste question. C'est vrai, en 6 minutes maximum. En 6 minutes maximum. Non, peut-être rappeler, parce qu'on évoquait des montants, qu'en gros, au niveau de la RS Île-de-France, les financements dédiés au numérique en santé, alors plus ou moins proches de la frontière technologique, il faut le dire. On n'investit pas que dans des solutions numériques totalement innovantes. On est autour de 15 millions d'euros par an, ce qui est assez conséquent, ne serait-ce que pour l'Île-de-France. Nous, concrètement, ce qu'on appelle innovation en santé, innovation numérique, on est beaucoup sur du déploiement. Laurie le mentionnait, on travaille main dans la main avec l'assurance maladie sur le déploiement du volet numérique du Ségur, Mon Espace Santé. On travaille avec les établissements de santé pour l'alimentation du DMP, avec les patients pour la consultation du DMP via Mon Espace Santé. On travaille aussi beaucoup, d'une manière générale, sur les parcours de santé. Et les parcours de santé incluent une dimension numérique. On déploie des solutions dans le cadre du programme e-parcours, qui permet en gros de structurer un cercle de soins numériques autour d'un patient. Cercle de soins qui n'est pas constitué que de professionnels du secteur sanitaire, mais aussi médico-social. Et on lance notre nouvel outil qui s'appelle Santé Lien, qui en gros va permettre de coordonner un parcours de santé
de soins ou de santé, c'est au choix, pour un patient qui ferait des allers-retours entre la vie de l'hôpital, entre le sanitaire et le médico-social. C'est complémentaire des outils issus du Ségur numérique parce que ça permet de traiter un épisode de coordination de soins, donc on investit aussi dans ça. Et on investit aussi sur le volet non numérique de l'innovation, notamment l'innovation organisationnelle, soit via, Laurie mentionnait des modes de financement dérogatoires, les articles 51, on l'a beaucoup fait par le passé. Aujourd'hui, notre enjeu, c'est comment est-ce qu'on en sort et comment est-ce qu'on généralise. Et puis des innovations organisationnelles qui peuvent être, le cas échéant, fondées sur une solution numérique. Ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir une approche territoriale qui prime. C'est-à-dire que nous, notre objectif, c'est de déployer une solution qui va rendre un service à un territoire, à une catégorie de patients, à une catégorie de professionnels de santé. Et souvent, ce dont on se rend compte, c'est que ça marche d'autant mieux que l'organisation territoriale préexiste. On travaille beaucoup avec les CPTS, avec des structures d'exercice coordonnées, avec les établissements évidemment sanitaires et médico-sociaux. Quand on déploie une solution numérique et que l'organisation ne s'est pas transformée pour l'accueillir, ça marche moins bien. Et c'est souvent, voilà, dans nos approches de financement de projet, c'est ce qui prime. On a parmi d'autres des solutions de financement d'innovation organisationnelle au numérique, un appel à projet qui a été publié il y a quelques jours et qui est encore ouvert. Donc je vous invite évidemment à candidater. C'est un appel à projet qui finance des solutions numériques à l'appui d'une organisation territoriale qui a pour objectif soit d'améliorer l'accès aux soins, dans une optique de prévention ou pas d'ailleurs, mais en tout cas améliorer l'accès aux soins, améliorer les parcours de soins et améliorer l'exercice des soignants. On finance des projets à hauteur de 150 000 € par projet en moyenne. On en sélectionne 5 ou 6 tous les ans et on a une centaine de candidatures tous les ans parce qu'on est à plusieurs campagnes. Et ce qu'on voit, c'est ce que je disais à l'instant, c'est que le projet prend d'autant plus que l'organisation à l'échelle parfois très j'allais dire micro-territoriale, s'est structurée, s'est organisée parce que les relations entre la ville et l'hôpital ont été facilitées par la solution numérique, mais ce n'est pas la solution numérique qui, par nature et par magie, a fait qu'un établissement de santé, une CPTS, un EHPAD, une MSP se sont mis à partager de l'information et à partager des pratiques. Donc, voilà ce qu'on fait en gros. Dernière dimension, c'est d'actualité aujourd'hui. On travaille beaucoup sur la cybersécurité. On n'en parle pas aujourd'hui, mais je préfère le rappeler parce qu'il faut toujours le garder en tête. Ça devient un vrai sujet, oui. Corinne, on a à l'échelon européen des modalités d'évaluation des solutions numériques qui sont différentes d'un pays à l'autre. Est-ce qu'on a une vision sur une homogénéisation de cette évaluation, de sorte qu'une solution qui serait validée au DIGA en Allemagne eh bien, puisse plus facilement être transposée et déployée en France, parce que finalement, le travail a été fait d'une certaine façon et les critères de choix pourraient être homogénéisés? Ou est-ce qu'on doit refaire pour chaque pays, comme c'est le cas actuellement, des dossiers? Alors actuellement, il n'y a pas d'équivalent de reconnaissance d'intérêt mutuel, quelque chose comme ça. Mais il y a des choses quand même qui se mettent en place, notamment des échanges qu'on a avec nos collègues de la DNS et nos partenaires européens dans le cadre de nos travaux, justement pour voir tout ce qu'on peut mutualiser et ce qu'on peut donner de la transparence aussi. Enfin, c'est la première étape avant des évaluations communes, de la transparence sur comment les uns et les autres évaluent. Donc déjà partager autour de comment on fait les uns les autres, c'est la première étape. Donc c'est ce qui a été lancé depuis maintenant 2 ans. Et puis on a un horizon à l'horizon se dessine la mise en œuvre du règlement HTA européen qui va permettre la mise en œuvre d'évaluations conjointes à terme. Donc oui, on voit venir une mutualisation qui commence d'abord par le médicament parce que la priorité a été donnée dans le cadre du règlement HTA européen. Mais oui, en fait, le règlement prévoit des évaluations communes. On peut aussi organiser l'accompagnement qu'on fait au niveau national des entreprises, notamment les rencontres précoces pour discuter d'un plan de développement clinique. Ça, on peut l'imaginer à terme en commun avec nos homologues européens. Donc les choses se mettent en place. Ça va prendre un peu de temps, mais voilà, le socle et la matière et la structuration des échanges, elle est déjà en place depuis quelques années. Et puis je peux pas
quand même faire l'impasse sur le fait que, parce qu'une question nous est souvent posée, est-ce qu'il faut des études franco-françaises pour rentrer dans le marché français? La réponse est non. En fait, le plus souvent, les études internationales réalisées dans d'autres pays sont transposables au contexte français, et dès lors que c'est transposable, on prend. Donc ça, c'est voilà, déjà annoncer ce type de règles, c'est le premier niveau. Ensuite, on va sur des évaluations ensemble, et puis aussi sur des échanges pour aider les entreprises qui veulent discuter d'un programme, d'un plan d'études cliniques. On pourra peut-être à terme, et je l'espère dans quelques mois ou années, discuter avec nos collègues européens qui voudront mutualiser. Des échanges d'ailleurs qui ont eu lieu sur cette harmonisation. Il était question d'avoir une montée en charge des études en vie réelle pour l'évaluation, pour aller plus rapidement vers des résultats qu'on a plus difficilement avec des études randomisées. Est-ce que d'ores et déjà, dans les solutions que vous voyez passer, qui sont soit remboursées ou en passe de l'être, certaines prises en charge reposent sur ces études en vie réelle, ou c'est systématiquement des études randomisées? Alors, déjà sur le dispositif médical, parce que je viens de ce monde et j'ai travaillé pendant des années sur l'évaluation des dispositifs médicaux. Déjà, pour l'évaluation des dispositifs médicaux classiques, les données en vie réelle sont très présentes dans les dossiers déposés à la HAS depuis des années. Alors, j'ai plus le chiffre en tête, mais il y a 3-4 ans, on avait objectivé ça pour dire oui, en fait, la CNIDIMS prend en compte des données en vie réelle, et c'est son quotidien dans les dossiers déposés par les industriels. Donc, sur le numérique, il n'y a pas de raison qu'on fasse différemment, d'autant plus que en fait, ces dispositifs collectent de la donnée. Du coup, ce serait quand même dommage de s'en priver. Et donc là, on a peu de recul sur le guichet numérique pour faire ce type d'analyse. Mais oui, la CNIS prend en compte des données en vie réelle. Ce qu'il faut, c'est assurer la qualité de ces données, l'absence de biais, en fait. Et c'est ça, en fait, la clé, elle est là. Après, dans certains cas, il faudra sûrement des données expérimentales, mais ça se discute au cas par cas. Sur de la prévention, c'est sûr que ça ne va pas être facile de faire des études randomisées. Est-ce qu'il y a des questions? Nous avons encore 5 minutes. Sinon, moi, j'en ai d'autres. Non? Et si? On vient vous voir. Bonjour les panélistes, Monsieur Ngoma, la société Log Consulting, société de droit gabonaise. J'ai effectué le déplacement depuis le Gabon pour venir assister à ce joli salon. La seule question que j'aimerais poser à ces panélistes qui sont là, comme le monsieur il a parlé des projets, est-ce que dans tout ce que vous nous dites, vous pensez à un peu associer les techniques nouvellement de santé du côté de l'Afrique? Parce qu'en Afrique, on a besoin de tout ça, là, toute cette bonne expérience, surtout en matière médicale. Parce que moi, je travaille déjà avec l'un des plus grands groupes français, Tessalis, qui fait dans le biomédical. Et c'est ce qui m'a même poussé à venir à ce salon pour étendre encore mon réseau. Et en venant ici, et dans ce débat, je vois que vous pouvez aussi apporter. Ma question, est-ce que vous pouvez joindre un peu votre question aux questions de l'Afrique, en fait? Nous apporter des... Voilà, c'est un peu ça. Merci pour votre question. Globalement, on est très sollicité par beaucoup de pays d'Afrique justement pour connaître ce qu'on appelle la shortlist, c'est-à-dire une liste de solutions dont le niveau de preuve est élevé, que ce soit des thérapies digitales, que ce soit des logiciels de télésurveillance, etc. Et fournir ces listes courtes d'outils pour faire gagner justement du temps et ne pas vous faire perdre du temps en évaluation, en réévaluation. Et donc, oui, on pense à vous, il suffit juste de nous contacter, en fait, et on peut vous donner des listes de software ou de solutions qui présentent bien, comme on dit. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Oui, bonjour. Je suis Dr Zaguri, je suis entrepreneur. Je viens de passer 20 ans en Chine. Et il y a un dicton dans la medtech qui dit, voilà, les Américains inventent, les Chinois implémentent et les Européens régulent. C'est l'image qu'on a, hein, mais qu'est-ce que vous en pensez? Pour le même dispositif, si on le met à la FDA en Chine ou en Europe, les délais seront très différents. Qui veut répondre?
peut donner le prisme de la HS, c'est justement sur le numérique. Je pense que de l'expérience assez caricaturale que vous décrivez, quand je disais on ne peut pas tout évaluer, ce ne serait pas logique, en fait, on veut surtout planter du coup les petits grains qui permettent justement aux uns et aux autres de s'approprier judicieusement les vraies pépites et de rapidement discerner les vrais. Donc le numérique peut-être nous aide à changer de paradigme, et on sait qu'on ne peut pas tout évaluer d'emblée, et on est obligé de trouver d'autres solutions. Donc on est plutôt sur une démarche d'accompagnement et d'aide au choix plutôt que de régulation, en tout cas sur l'évaluation des technologies numériques. Le gros avantage en France, c'est quand un logiciel est validé, accepté, reconnu en France, les autres pays ne se posent même pas de questions en fait. Est-ce qu'il y a une autre question ? Comme on a encore 1 minute, Lynn, tu es responsable des grands défis autour du bien vieillir. Pourquoi avoir choisi cet aspect? Pourquoi celui-ci et pas la cancérologie, la détection précoce, etc. Pourquoi avoir choisi cette approche? Alors, merci pour la question, Fabrice. Donc, je suis responsable à la fois du grand défi numérique et bien vieillir et numérique en santé mentale. Donc, on va dire que ce sont 2 thématiques qui ont été priorisées dans le cadre du plan dispositifs médicaux France 2030. D'une part, avec ces questions du sujet du vieillissement à la fois de la population, mais aussi d'une démographie médicale qui n'augmente pas sur ces thématiques-là, et que le numérique est proposé dans bien des cas comme aussi un outil supplémentaire. Ce n'est pas une finalité en soi, mais c'est un outil qui permet, dans certains cas, de proposer une nouvelle modalité d'organisation, une nouvelle modalité de prise en charge, d'accès aux soins. Et pour ce faire, il y a toute une phase nécessaire d'accompagnement des acteurs de l'écosystème, notamment dans le sujet du bien vieillir. Donc, tu parlais du sujet de l'oncologie, qui en fait partie, au vu de la démographie aussi et de la population cible sur ce sujet du bien vieillir. Mais il y a aussi le sujet de la prévention, qui était cité précédemment. Et si on pense au programme ICOP, qui fait d'ailleurs partie d'un article 51, dans lequel on a des ARS qui sont inclus sur ces sujets, on est aussi dans une phase d'expérimentation de nouveaux modèles de financement, de modèles médico-économiques, pour voir comment est-ce qu'on peut financer ces sujets de prévention dans le bien vieillir, pour essayer de prévenir les risques et d'identifier les risques de fragilité des seniors, des personnes âgées, et anticiper finalement des risques, par exemple, de chute, en tout cas des risques de déclin cognitif également, et proposer ces solutions numériques de dépistage, repérage de ces risques de fragilité, par exemple, pour améliorer la prise en charge et peut-être éviter des hospitalisations ou des dépendances, tout à fait. Donc l'idée là, on est vraiment de travailler main dans la main avec tous les acteurs. Je pense que s'il y a bien un message aussi à faire passer, c'est que c'est une collaboration avec l'ensemble des acteurs, que ce soit des patients, citoyens qui ne sont pas patients ou pas encore patients, des professionnels de santé, des établissements de santé, des acteurs de l'écosystème qui sont au cours de la table, que ce soit la Haute Autorité de Santé, la CNAM, mais l'ensemble des ministères également, des institutions et des industriels qui vont permettre finalement de proposer des solutions qui répondent à des besoins spécifiques. Juste une dernière, nous on a le droit. J'ai l'autorisation de la présidente pour une dernière question. Laurie, est-ce que la CNAM envisage d'afficher une évaluation du niveau de preuve clinique sur les applications et outils qui sont sur Mon Espace Santé? Parce que c'est un retour qu'on a de beaucoup de médecins qui nous disent nous, on a une obligation de moyens, on doit prescrire quelque chose qui est valable cliniquement, et ça c'est pas indiqué, en tout cas, c'est même pas fait d'ailleurs nécessairement pour être sur Mon Espace Santé. Donc on n'a pas à les prescrire puisqu'on ne remplit pas d'obligation de moyens. Tout à fait, et ça avait fait notamment l'objet d'une annonce par la directrice déléguée à l'offre de soins de l'assurance maladie, Marguerite Cazeneuve, lors du dernier CNS du mois de décembre. Le catalogue de services Mon Espace Santé va évoluer dans ses finalités pour devenir un véritable label d'État, avec notamment donc pour les solutions qui ont une finalité médicale, ce qui n'est pas le cas de toutes les solutions référencées sur Mon Espace Santé. La qualité médicale et l'intérêt clinique sera désormais évalué. Donc ça, c'est quelque chose qui va venir. Des travaux sont en cours, notamment avec la HAS. Donc voilà, c'est quelque chose qui est en cours, et on a véritablement l'envie de faire de Mon Espace Santé un vrai label qualité,
Là, encore une fois, parce qu'on a conscience que l'accès au remboursement, c'est un parcours qui est long, qui est sinueux. Et donc, on peut avoir cet entre-deux qui est Mon Espace Santé, où on a déjà un niveau de confiance à la fois sur le volet sécurité technique, ce qui, en vrai, n'est pas rien. Hein. On regarde la diversité des solutions qui existent sur le marché. Vous pouvez être sûr que celles de Mon Espace Santé sont passées à travers les fourches codines de l'ANS, et c'est quand même quelque chose. Et là, donc, on va aussi aller évaluer la qualité médicale. Donc voilà, c'est vraiment un gros chantier qu'on est en train d'amorcer. Très clair. Mille merci. Merci à tous. Et je vous souhaite une excellente soirée. Pour ceux qui restent, les trophées du salon sont à côté. Merci.